Bon, bah j'ai essayé de faire les courses aujourd'hui tout seul. Et bah non, j'aurais pas dû. Je suis à bout de nerfs, je suis épuisé. J'en peux plus quoi. Franchement, j'en peux plus quoi. J'ai trop forcé. J'avais pas de joindre. J'arrive pas à rendre les cours. Un Dijonais veut se lancer dans la réalisation d'un documentaire sur le Covid long. Il veut dresser le portrait de celles et ceux qui ont encore des séquelles des mois après avoir eu le Covid. Ça concernerait 2 millions de personnes en France. Il compte lui-même apparaître dans ce documentaire parce qu'à 44 ans, Maxime Riondet marche avec une canne depuis qu'il a eu le Covid en octobre 2020. Ceux qui sont dans le même cas que lui ne sont pas reconnus comme malades ou handicapés et c'est ce qu'il veut faire entendre dans son documentaire. 2020. Pour certains, ça représente déjà plus rien du tout. Moi, c'est cette année-là que j'ai été positif Covid. Le premier symptôme a été l'épuisement, et pas une fatigue, comme certains minimisent à le dire. Cet épuisement, tu peux rien faire contre. Il n'y a qu'une solution, c'est tout mettre sur off. Quand je parle d'effort, une douche, faire une vaisselle, monter les escaliers, porter un sac de commission, lire, regarder une série. Rien que cela peut provoquer ce qu'on appelle dans notre jargon un crash. Mais à l'époque, le Covid long n'étant pas dans le dico médical, une majorité de personnes étaient plus occupées à débattre sur le fait de dire le ou la Covid. Et c'est grâce aux associations que j'ai entendu parler du Covid long la première fois, que j'ai pu échanger avec des malades, comprendre que je n'étais pas seul. J'ai commencé à me filmer avec mon portable, sans vraiment avoir une idée concrète dans la tête. Mais c'est de là qu'est partie l'envie de réaliser un documentaire et de rendre visible l'invisible. Qu'est-ce que c'est que le Covid long ? Le Covid long, c'est la persistance ou l'apparition secondaire de symptômes après une infection par le coronavirus, le SARS-CoV-2, qui est responsable de la Covid-19 et qui, ces symptômes ne sont pas expliqués par un autre diagnostic. Alors ça peut toucher tout le monde, le Covid long, ça peut toucher les adultes comme les enfants, sur une première infection, une deuxième infection, une énième infection. C'est une entité qui est reconnue de façon internationale, à la fois par l'OMS, par toutes les agences de santé dans le monde, y compris en France la Haute Autorité de Santé par exemple, ou le COVARS qui avait rendu en novembre 2023 un avis sur le Covid long, l'assurance maladie aussi, qui a une page dédiée sur son site. Alors du coup, quelles sont les complications les plus fréquentes quand on est touché par le Covid long ? Alors, il y a plus de 200 symptômes qui ont été décrits, donc il y en a vraiment beaucoup. En mars 2022, il y a eu un papier dans le Lancet qui notait que les principaux symptômes, c'était la fatigue, le malaise post-effort, les dysfonctionnements cognitifs, notamment des troubles de concentration, des troubles de mémoire. La fatigue, le symptôme persistant du Covid long le plus fréquent, ça peut être sévère, ça peut être invalidant, jusqu'à ne plus pouvoir avoir de vie professionnelle, voire parfois de vie personnelle. Dans les autres symptômes qui sont un peu fréquents, il y a l'essoufflement, la toux chronique, des douleurs, des maux de tête, des douleurs thoraciques, douleurs abdominales, des douleurs musculaires, articulaires, bref, avoir un peu mal partout, des courbatures, comme mon cas tout de suite. Et la perte de goût, la perte d'odorat ou encore des atteintes du système nerveux autonome, par exemple ce qu'on appelle un POD. Qu'est-ce que c'est que le malaise post-effort ? Alors, comme son nom l'indique, en fait, c'est un malaise qui survient après l'effort, c'est une exacerbation de symptômes de Covid long après l'effort, l'aggravation en fait en intensité et en durée des symptômes de Covid long après une activité physique ou une activité cognitive
une activité émotionnelle, une activité sociale qui peut être minime, ou qui était tolérée auparavant en tout cas. D'accord. Et ça peut être vraiment pour des choses banales comme prendre une douche qui derrière entraîne un malaise post-effort qui implique d'aller se reposer pour quelque chose de relativement banal. C'est une réponse finalement qui est disproportionnée, qui est anormale de l'organisme à un effort, avec des symptômes qui s'aggravent, qui reviennent, qui réapparaissent généralement 12 à 72 heures après cette activité, et qui peut durer plusieurs jours, voire même parfois un peu plus que ça. Je voulais savoir, en tant que médecin traitant, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour cette même prise en charge ? Alors, effectivement, je vais parler que pour les médecins traitants, que pour les médecins généralistes. Alors, la première difficulté, pour moi, ça va être de s'informer, se tenir au courant de l'évolution rapide des connaissances, surtout quand on est dans une période de pénurie de médecins, avec une démographie qui est compliquée, liée à des politiques de santé passées et actuelles. La deuxième difficulté, c'est savoir reconnaître le Covid, donc la partie diagnostic, comme je disais tout à l'heure, parmi tout le reste de notre activité. Et le Covid long, c'est une galaxie de comme ça 200 symptômes avec autant de tableaux différents. C'est un peu difficile d'avancer des chiffres sur la prévalence du Covid long. Je sais que c'est très débattu. Il y en a qui vont dire 4%, 5%, 10, 20, 50% parfois. Ça dépend des variants, ça dépend du statut vaccinal, ça dépend du nombre d'infections qu'on a fait auparavant. Ça dépend sûrement de plein de facteurs. Mais concrètement, en tout cas, les Covid longs qui vont être sévères et invalidants, déjà, on va pas forcément les rater. On va peut-être rater le diagnostic, mais en tout cas, le médecin va bien se rendre compte à un moment donné que le patient qui fait des malaises tous les 2 secondes, qui est pas capable d'aller travailler, il est pas capable d'aller travailler. C'est-à-dire qu'il va se retrouver, il va être amené à voir plusieurs médecins, il va être amené aux urgences par les pompiers. Donc, il va y avoir une prise en charge quand même pour cette personne, en fait. Et à l'inverse aussi, à l'autre extrémité de la vie, chez les personnes âgées, très âgées, quelqu'un qui va me dire j'ai une fatigue depuis le Covid long, à 90 ans, on va pas retenir un diagnostic de Covid long en premier. Donc, il passe à travers, et on va forcément passer à travers, quoi, c'est clair. Il était temps pour moi d'aller à la rencontre de Laetitia et de Johanna. L'idée de prendre le train ne m'a pas du tout angoissé. Je sais que j'allais être assis la plupart du temps et que ça n'allait pas être forcément quelque chose de trop épuisant. Je ne le savais pas encore, mais je me trompais. Le fait est de rencontrer d'autres malades, de pouvoir échanger sur des personnes qui connaissent le Covid long, me motivait, me tenait debout, de me sentir presque en famille. Ça peut paraître curieux comme ça, mais d'être avec des gens qui me comprennent est un véritable soulagement. Quand je revois ces images, je me dis mais comment j'ai fait ? Je pense que le fait est d'être capable de réaliser ce voyage me renvoyait une autre image de moi, en me disant que je n'étais pas condamné, que je pouvais encore faire ça. Living a light instead of truth. You're just a fool, hoping that you could leave on you. You're just a fool, saying that here you've done what you could. You're just a fool, living that all comes down to you. J'ai envie de jouer aujourd'hui. Surprenant. Oui, je n'attendais pas. Ouais, tu vas te poser un peu là. Ouais, je vais essayer de... J'ai passé une très mauvaise nuit, je vais essayer de me poser un peu, essayer de dormir. T'es parti pour combien de temps là? Ouf, alors j'en sais rien, probablement... Si j'arrive à dormir, probablement jusqu'à midi au moins. Ah ouais, au moins. Au moins, ouais. Ouais. Moi, je vais pas t'embêter. Non, t'inquiète. C'est une curiosité de se faire filmer quand on veut dormir. Tu veux que j'éteigne? Oui, c'est mieux, hein. Je m'appelle Johanna, j'ai 16 ans et j'ai été infectée en septembre 2020. Et on m'a d'abord dit que j'avais un trouble anxieux, ce qui, d'après mes parents et les médecins qui me suivent, mon entourage, ne semblait pas réaliste.
Mais le fait de tout le temps chercher, de jamais savoir ce que tu as, ce qui arrive, enfin, ce qui se passe en fait, c'est vraiment difficile, je crois. Le moment où vraiment on a commencé à comprendre que c'était le Covid long, ça m'a fait énormément de bien. Des preuves entre guillemets dans les examens, que ce n'était pas que psychique, mais qu'il y avait vraiment des atteintes. Quoi. Ça a fait du bien parce que je me disais non mais là j'ai la preuve que c'est pas mental, quoi, que je deviens pas folle. C'est depuis la rééducation que j'ai besoin de fauteuil et il y a beaucoup de symptômes qui sont apparus à ce moment-là. C'est-à-dire j'ai fait 2 semaines d'abord en rééducation. On avait prévenu que j'étais très fatiguée, que j'avais des symptômes d'épuisement qui réapparaissaient, donc des problèmes intestinaux et tout ça. Enfin, digestifs plutôt. Ils pensaient vraiment que c'était un problème de déconditionnement en fait, je pense. Résultat, du coup, c'est pendant cette période à l'hôpital que j'ai pour la première fois eu besoin du fauteuil. J'ai eu des problèmes de photosensibilité, des problèmes de vision qui sont apparus, des problèmes justement pour marcher, de circulation, des migraines, des moments où je tiens plus debout, une dysautonomie qui s'est déclenchée avec la rechute. Et ce qui m'a aidé beaucoup, c'est déjà le soutien énorme de mes parents et de mes amis. Et effectivement aussi de ma famille en général et ma sœur qui est aussi dans le même cas que moi. Donc voilà, avoir quelqu'un... J'aime beaucoup mes parents, mais à certaines choses, des fois, qu'ils ne peuvent pas comprendre en tant que non-malade. Donc j'arrive vraiment à discuter à ce niveau-là avec ma sœur. Et voilà, on se rassure mutuellement en fait. Mais ouais, elle m'a beaucoup aidée à tenir le coup, quoi. J'ai vu, il y en a qui font des piqûres de traitement pulmonaire. Et ça marche pas bien. Mais t'as pas le droit de ça. T'as pas le droit avec le diplôme. Et je l'ai vu et j'ai regardé sur internet, en fait c'est un truc et je pense que c'est ça dont on parlait de neurologue. C'était fin octobre, début novembre, où vraiment la fatigue, l'épuisement partait pas, parce que c'est vraiment un épuisement. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours plus fatiguée et ça commençait à devenir long. Mes problèmes de peau sont revenus alors qu'ils étaient en voie de disparition, mes allergies aussi, et puis petit à petit, en fonction de l'épuisement qui augmentait, des nouveaux symptômes qui apparaissaient. Et là, novembre, décembre, et en décembre, on s'est dit non mais c'est pas normal. Et petit à petit, on a commencé à parler du Covid long sur Internet, et très peu, mais voilà. Et là, il s'est dit, c'est ça. C'est ça parce que c'est depuis l'infection Covid qu'on se remet pas. Et au niveau symptômes, ça va pas du tout. À ce moment-là, j'ai des crises de tremblements, des tremblements incontrôlés dans ton corps. J'ai de la photosensibilité, de la phonosensibilité, l'épuisement. Les migraines. Les migraines sont un réel handicap. Il y a différents types de migraines. Il y a les migraines un peu en sourdine qui t'handicapent, et puis tu as les migraines très très fortes où là, il n'y a plus rien à faire. Mais oui, il y en a beaucoup trop. Et sinon, il y a le brouillard cognitif, donc qui m'empêche de lire, par exemple, tout bêtement. Il y a la mémoire qui flanche. J'insisterai quand même sur l'épuisement, en sachant que l'épuisement, c'est pas je rentre de soirée, je suis fatiguée. C'est je viens de me préparer un café et je suis plus capable de boire le café. Tout le chemin du cerveau et tout ça ne fonctionne plus et je me retrouve perdue, mais comme sur une page blanche, à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant, quoi. Mais
quand on me donne l'étiquette Covid long, j'ai l'espoir de me dire ça va parler au médecin. Le faux espoir. J'ai eu certains spécialistes qui m'ont dit mais madame, le Covid long, ça ne dure que 6 mois, il faut arrêter. Ou bien mais madame, c'est votre poids le problème, en sachant que j'ai pris le poids dû au traitement. J'ai fait l'erreur d'essayer d'ignorer mon Covid long pendant longtemps. Ce qui m'a amené beaucoup plus bas. Et au moment où je l'ai accepté, et c'est pas si longtemps que ça, c'était en janvier, voilà, j'ai accepté qu'il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête mes études, qu'il fallait que je me prenne une pause, vraiment. Alors, j'ai un compagnon de vie depuis le début du Covid. Voilà, Radagast. Et donc, il m'accompagne tous les jours. Tous les jours, une loyauté sans fin. Qui m'a accompagnée dans les moments les plus difficiles, les moments où j'étais seule, dans mon appart étudiant, avec de la douleur, avec tout ça. Et donc qui est devenu mon chien d'assistance. Plusieurs fois, j'ai eu des mises en danger graves, hein, et s'il n'avait pas été là, j'en serais pas là. Et je ne serais pas là. Voilà, je lui laisse mes soucis de santé, je lui laisse gérer ça. Et ça me permet, moi, d'être délivrée de ça et d'essayer de vivre comme je peux, voilà. Ça s'appelle DPT. Alors, en anglais, c'est Deep Pressure Therapy. On pourrait dire thérapie de pression profonde. Il vient se positionner, en fait, majoritairement sur mon thorax, ou mettre une pression sur mon thorax. Et en fait, il va réguler, lui, sa respiration, inspirer assez fort et respirer assez fort pour m'aider et me forcer, en fait, forcer mon corps à respirer de manière régulière. Et avec la chaleur et avec tout ça, il va aussi réguler tout le système cardiovasculaire. Et ça, voilà, ça aide à réguler le cœur plus rapidement. Et donc à revenir plus rapidement en état. Moi, je crois que ce qui est le plus difficile à vivre, c'est l'impuissance, c'est surtout l'impuissance quand vous avez mal. Alors, toi, il y a tes migraines. Johanna, il y a les douleurs de jambes, par exemple. Son humeur aussi, voilà, changeante, qui est compliquée pour elle à vivre des fois. Mais c'est cette impuissance de constater, d'essayer d'accompagner, de masser, de trouver, voilà, d'apporter de la glace et des choses comme ça, mais en fait de rien pouvoir faire. Ça, c'est terrible en tant que parent. Mais une chose qui est très importante pour moi, c'est justement de ne pas vous réduire à votre maladie. Alors, c'est pas évident parce qu'évidemment, toute la vie est impactée, mais ça fait plaisir et on arrive quand même, je trouve, assez souvent. Ne reste qu'un petit jeu de cartes le soir ou autre chose, un petit balade, je sais pas quoi, d'oublier cette maladie, non pas pour la cacher ou pour le camoufler, mais tout simplement pour savoir, mais vous n'êtes pas que des malades. Vous êtes Johanna et Laetitia comme vous êtes, quand vous aime, et vous n'êtes pas réduit à ça. Alors évidemment, c'est dominant parce que ça imprègne toute la journée, entre guillemets, et toute la nuit d'ailleurs, mais c'est pas que ça. Et heureusement. Et je crois qu'il faut toujours se garder, en tout cas, je crois qu'on veut faire tout, et j'ai l'impression, vous aussi, à garder autre chose, à changer un peu le décor et à savoir que, oui, il y a aussi autre chose. Moi, je suis Laetitia, je suis Johanna, et pas simplement Covid long.
c'est pas entendable. Enfin, il y a des choses qui sont pas entendables, qui sont d'une violence inouïe quand vous avez une gamine qui est là, qui ne demande que ça, c'est de vivre, et de vivre normalement, de retrouver les copains, de repasser son bac, d'aller à la fac, enfin, vivre sa vie, quoi, tout simplement. Et qui s'entend des choses, des horreurs de la part de certains médecins, c'est inouï comme violence. C'est très blessant. Ouais. C'est blessant, et pour moi, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir être à leur place. Ça veut dire que c'est eux aussi, ou elles, qui se prennent ça dans la figure. Et moi, j'aimerais bien leur épargner ça, mais on sait très bien que ça arrive régulièrement. Et quand on ne connaît pas les médecins, on ne sait pas si ça va arriver ou pas. Alors c'est toujours un peu, comme dit Johanna, le boule au ventre. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me sortir? Est-ce qu'il va me croire ou pas? Et je crois ces personnes, ces professionnels qui sont tellement dans leur métier et dans leur domaine, qui n'ont peut-être pas assez ouvert leurs yeux un peu à droite et à gauche, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est violent, comme dit Isabelle, à quel point c'est vraiment un grand coup dans la nuque. Et je ne comprends pas d'où vient cette impression que les jeunes pourraient choisir délibérément d'être dans cet état-là. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Entre guillemets, prenez-vous un peu en main et ça ira bien. Ça, c'est vraiment très, très blessant, et moi, ça me met profondément en colère. Alors, je ne vais pas mettre tous les médecins dans le même panier. Hein. J'ai salué d'ailleurs notre médecin traitante qui, n'a pas une grosse connaissance de ça, mais qui est tout à fait ouvert et qui essaye de nous guider le mieux possible, mais elle nous envoie des médecins dans les coins qui, eux, souvent, ne connaissent rien du tout. Et d'ailleurs, c'est assez fréquent en France quand même, c'est pas simplement à faire avec notre situation rurale. Et ça, c'est vraiment dur. Alors, il y a certains qui sont éloignés, qui connaissent bien les Covid longues, où on y va, mais on n'a jamais l'impression que les tout soient pris en charge. Il y a toujours un domaine qui, oui, on va faire ça. Et après, on est envoyé chez un spécialiste pour autre chose, mais lui, il n'a aucune idée des Covid longues. Et du coup, lui, il va tout remettre en question, mais non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment un tiraillement qui prend tes forces psychiques dont on aura en fait besoin, surtout des filles, on aura besoin pour justement travailler cette maladie, affronter ce que c'est d'être malade, et non pas dans les bagarres, bagarres entre guillemets, dans les disputes, dans les trucs avec les médecins. C'est dommage. Il y a plus d'études aujourd'hui sur le Covid long en 3 ans que sur 40 ans de sida, il ne faut pas l'oublier. Hein, avec un consensus international sur un certain nombre de choses. Et en France, ça ne perce pas. Les médecins ne sont pas au courant. Mais il y a encore des médecins qui se posent la question de leurs malades, de leurs patients qui a ça et ça et ça, et qui ne font pas le lien avec le fait qu'il y a eu un Covid juste avant, quoi. Mais on est en 2023, c'est pas possible. Pour que ces choses soient prises en charge, je me demande toujours, mais comment font les personnes qui, à travers cette maladie, perdent leur emploi parce qu'ils n'en peuvent plus? Et comment ils vont faire pour payer leur loyer ou leur charge, etc., etc. Je veux dire, chacun roule pas sur le million. Et du coup, mais c'est un réel problème social. Je veux dire, c'est des personnes qui sont exclues des fêtes et qui sont mis sur les périphéries et qui peuvent terminer peut-être dans la rue d'ailleurs, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et c'est quelque chose qui est horrible. Je dirais, moi, je ne peux pas imaginer rien que ça, de travailler et de laisser nos filles seules à la maison. Dans un cercle métro-boulot-dodo, parce que ce n'est pas le choix qu'on a fait ici, mais voilà, là, on est dans le carpe diem, on n'a pas le choix et on fait avec. Moi, je dirais, elle m'a rappelé que la vie est vachement belle. Mais qu'elle n'est pas là où parfois on la cherche. Elle est ailleurs. C'est beau. Bon voilà, là c'est la fin du séjour, jour J. Donc là je repars du côté de Dijon. Donc j'attends Isabelle là. On va en direction de Saint-Étienne et là je suis reparti pour un peu plus de 3 heures de train. J'avoue que je suis complètement cuit, fatigué, que j'ai hâte quand même de rentrer et de me reposer. De lever un peu le pied là, ça commence à tirer vraiment fort. Voilà, donc là il va falloir que je me repose, que je
que je m'écoute vraiment et que je sois raisonnable. Voilà, parce que des fois, on a tendance à vouloir profiter de tout, de profiter du moindre moment de bonheur, et en fait c'est une erreur parce qu'il faut y aller étape par étape, et ça, j'ai du mal à me discipliner. Voilà. Depuis que je suis tombé malade, généralement je me réveille entre 10h30 et 11h. Plus 11h. Un jour un médecin m'a dit « Accepter la maladie, c'est déjà guérir un peu. » Aujourd'hui je peux affirmer « Ne pas la combattre, c'est la laisser gagner. » Ouais, mais j'arrive pas. En fait, c'est ce qui me réveille, c'est mes douleurs. J'arrive pas à redormir, quoi. Malgré que je sois complètement éclaté, ouais. L'épuisement, en fait, quand on ne le vit pas, il est vraiment difficile à expliquer puis à comprendre. Pour beaucoup, je pense qu'ils considèrent que l'épuisement, c'est de la fatigue. Mais en fait, non, c'est un épuisement physique. C'est pas du tout pareil que la fatigue. La fatigue, tu te reposes, tu fais une sieste, tu recharges tes batteries. L'épuisement, t'as beau te reposer, ça recharge rien du tout, quoi. Ça descend sur les coups. Comme ça. Ah oui, c'est ça que j'ai. Hein? Ah, mais du côté droit. Oui, désolé, oui, je peux pas filmer et décontracter le bras, c'est sûr que c'est pas. C'est endolori là. Oh là là. Ici là. Ces deux là. Mais parallèles. Et là, c'est plus dans les côtes? C'est entre les côtes. C'est vraiment tes muscles intercostaux. C'est juste épuisant. Épuisant de jamais être en forme, quoi. D'avoir tout le temps ce dos qui tire, de pas être normal au final. Mais bon, on va pas lâcher l'affaire, et puis enfin, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Me voici arrivé à Toulon, où je suis accueilli par la mer et le Mistral. Je rencontre Alexandra, une jeune femme qui a combattu le Covid long et qui semble avoir tourné déjà une page, mais qui reste très handicapée par le SAMA. Nous profitons d'un instant ensemble, de nature, de bien-être, et elle me fait découvrir sa région. Et je ressens bien qu'elle a quand même un peu plus la forme que moi. Je n'oublierai jamais ce moment. Cette vue sur l'horizon, ce soleil, me fait vraiment oublier quelques instants ma maladie. Alors moi je suis tombée malade en février 2020, au tout début de l'apparition du Covid. Ce qui m'a fait dire que c'était le Covid, c'est qu'en fait ça a été tellement fort et violent. Je voyais les jours passer, ma fièvre elle descendait pas, je trempais 3 pyjamas par nuit, je toussais, et au bout de 2 semaines j'étais encore malade, quoi. La première semaine, je suis allée voir un premier médecin qui m'a dit faites des infusions de thym et de romarin et rentrez chez vous. J'ai bataillé pour dire mais donnez-moi au moins un antibiotique, quelque chose. Elle a refusé. Le lendemain, je suis allée voir un autre médecin qui lui a complètement
pris peur. Il m'a dit, mais madame, vous êtes en infection respiratoire et en insuffisance. Dès que vous sortez de mon cabinet, vous allez prendre des antibiotiques. Non, ça n'a rien changé. Les choses, elles se sont résorbées dans le temps. Disons que je suis restée au lit plusieurs jours. Et j'ai subi les symptômes du début jusqu'à la fin. Voilà, il n'y a rien qui les calmait, rien du tout. Et en travaillant, les mois passaient. Et là, je perdais de plus en plus ma force. Et j'étais de plus en plus fatiguée. Jusque des fois, je me couchais à 16h le soir pour aller travailler le lendemain matin. Et donc, c'est 1 an plus tard seulement, donc en février 2021, que j'ai décidé d'aller consulter des spécialistes parce que je me disais, j'arrive plus à respirer, je suis fatiguée, je pense que j'aurai des problèmes cardiaques. Et c'est là qu'on m'a détecté le Covid long, qu'on m'a dit, voilà madame, en fait, vous avez le Covid long. Et quand il m'a annoncé ça, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, parce qu'il me dit, bon, de toute façon, vous avez que des soucis respiratoires, vous faites 10 séances de rééducation et ce sera réglé. Je pars avec ma feuille d'ordonnance pour la rééducation respiratoire et c'est 2 semaines plus tard que je fais une atteinte neuromusculaire qui me paralyse une grande partie de mes membres et je me retrouve avec 200 séances de kiné pour apprendre à marcher et à utiliser mes membres. En effet, cette séance de kinésithérapie a aggravé mon cas parce qu'on n'a pas respecté la fatigue de mon corps. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je ne savais pas du tout que cette maladie fonctionnait comme ça. Je la connaissais même pas du tout. Déjà, je me lève le matin, j'arrive pas à bouger mon corps, alors je me dis, bon, je dois faire une paralysie du sommeil. Moi, je suis beaucoup dans la réflexion, il faut que je comprenne ce qui m'arrive. Et je vois que ça ne fonctionne pas au bout de 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, que j'arrive pas à respirer, que j'arrive pas à me lever pour aller pisser, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et à ce moment-là, en fait, je me dis, mais je suis en train de crever du cerveau, quoi. Je me suis donné la liberté à un moment de penser que j'allais tout arrêter. Mais quand je dis tout arrêter, c'est pas arrêter la rééducation, machin, c'était arrêter de vivre. Ça devait faire au moins 6 ou 7 bons mois que je faisais de la rééducation quotidiennement, que je voyais que ça avançait mais que c'était trop long. Je me disais, mais voilà, je peux pas vivre comme ça. Et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à me renseigner sur les dossiers d'euthanasie. Je souffre trop parce que je faisais des insomnies depuis des mois, je dormais plus. Donc sûrement l'atteinte neuromusculaire qui a dû provoquer ça. Dès que j'ouvrais l'œil, la douleur de la tête aux pieds. Mais vraiment, il n'y avait pas un endroit de mon corps où je ne souffrais pas. Et c'est cette douleur constante... H24 alors. Voilà, cette douleur 24h/24 que je supportais pas. Tu as des insomnies. On te donne aucun traitement là? Il n'y a pas un médecin qui te dit on va vous aider? Bah si, je prenais plein de traitements, mais ça changeait rien. Ça changeait rien? Non. Ça empirait même mon cas. Parce qu'il me donnait des médicaments forts et ça me fatiguait encore plus. Ça me rendait encore plus malade que ce que je l'étais déjà en fait. J'ai dépensé au moins 1 500 € pour essayer d'aller mieux. Donc je prends rendez-vous chez un acupuncteur dans ma ville. Et au bout d'1 mois et demi, 2 mois, j'étais plus paralysée mais nulle part. Et on a mis en place du magnésium injectable à domicile. À domicile, ok. Ouais. Et donc au fur et à mesure, en finale, on me déclare un SAMA. Je sors du Covid long, mais j'ai le reste du Covid long, j'ai le SAMA. Moi aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est avec l'alimentation, l'antihistaminique. Et dès qu'il y a une infection dans le corps ou quelque chose, on le traite comme on peut. Donc en fait, le Covid long t'a quand même transformé, entre guillemets. Complètement. Donc, le Covid long, il a changé, quand je dis il a tout changé dans ma vie, il a tout changé dans ma vie. Tout. De A à Z.
énormément de patients se plaignent de brouillard cognitif. On ne sait pas trop ce qui se passe, ce que c'est quand on est sujet au brouillard cognitif. Et en fait, on peut l'évaluer, nous, en orthophonie. En général, c'est des difficultés de fonction exécutive, donc des hautes fonctions de l'humain qui nous différencient des animaux, de la plupart des animaux. Ça peut être de la mémoire de travail, donc qui fait partie des fonctions exécutives, mémoire à court terme, de l'inhibition, de la planification des tâches au quotidien, voilà. Donc ça, en fait, nous, on peut l'évaluer en orthophonie. On a des batteries de tests qu'on fait déjà pour des personnes avec des suites d'AVC, des personnes avec des troubles neurodégénératifs. Donc on a déjà des batteries de tests qui nous permettent d'objectiver ce que les patients peuvent ressentir. Voilà. Et en général, on a quand même la possibilité de mettre le doigt sur les réelles difficultés qui peuvent passer un peu inaperçues pour l'entourage, mais le patient se connaît, il sait qu'il avait un bon niveau précédemment, parce que les patients sont jeunes, entre 30 et 50 ans, et que maintenant c'est plus aussi fluide qu'avant, et ça, nous, on peut l'objectiver, et en général ça rassure le patient de mettre le doigt dessus. Donc une séance d'orthophonie, c'est 45 minutes. C'est fait exprès, c'est plus long pour qu'il y ait des temps de pause et permettre aux personnes qui sont fatigables d'avoir des temps de répit en discutant ou juste en se posant, en fermant les yeux, etc. C'est des manuels comme ça d'orthophonie qui vont travailler la mémoire à court terme, l'attention. Ça peut être par exemple de répéter des mots en alternance. Tout ça c'est de la mémoire de travail. Une mémoire à court terme, on a besoin de manipuler l'information avant de la restituer, comme pour le calcul mental, par exemple. Et ça va aider les patients quand ils nous disent je suis arrivé dans une pièce, je savais plus ce que je voulais faire. Je suis allé devant le frigo, je sais plus ce que je voulais prendre. J'ai quelqu'un au téléphone, je me rappelle plus ce que je voulais lui dire. Donc ça, la mémoire de travail, je la travaille beaucoup, sous toutes ses formes, avec des manuels comme ça. Alors, les dangers. Effectivement, les écrans, on est assez attiré, et surtout quand on est Covid long, on a notre portable à portée de main. Quand on est allongé ou assis, la plupart du temps, on voudrait avoir toujours le portable. Mais c'est vrai que ça a un effet anxiogène, à force, comme on disait, sur les réseaux sociaux. Il faut un peu s'extirper de ça. Et puis pareil, les écrans en fin de journée, au moment du coucher, ça va diminuer votre capacité à synthétiser de la mélatonine, et donc si on a déjà des troubles du sommeil, on va avoir un sommeil de plus en plus chaotique, et c'est pas ce qu'on recherche pour être en forme le lendemain. Voilà. Après le piège, mais comme tout ce qui est du domaine du Covid long, c'est que dès que notre cerveau va un peu mieux, qu'on se sent un peu plus en forme grâce à toutes les thérapies, on en fasse beaucoup trop et qu'on ne s'écoute pas. Ça, c'est vraiment le piège. Je me fais encore avoir. Il m'arrive d'avoir encore des petites rechutes parce que je marche trop, parce que j'ai beaucoup trop de patients et que je m'écoute pas assez. Donc ça, c'est le piège. Ouais. Alors la prise en soin des Covid longs, pour moi, c'est le néant. Je crois que j'ai pas d'autres mots. Même moi qui suis dans le domaine médical, en 2022, j'ai frappé à beaucoup de portes et pas grand monde dans le domaine médical, vraiment des médecins ne connaissaient cette pathologie. J'ai dû me dépatouiller de tous les côtés. Je crois qu'en 2023, ça n'a pas beaucoup changé, donc on peut être orienté vers des infectiologues, des médecins internistes, mais qui n'ont aucune solution, qui vont vous dire ok, faites de l'orthophonie, ok, faites du kiné, mais ils n'ont strictement aucune solution. On t'envoie pas de patients, toi ? Alors moi, oui, on m'en envoie. On commence Depuis quand ça... Quand j'ai repris, une connaissance Covid long est venue à moi, donc je l'ai pris en soin. Là récemment, un infectiologue m'a envoyé un patient, mais voilà, ça va être comme ça du bouche à oreille. Ou des collègues qui savent, tous les collègues de mon entourage proche. C'est dans les réseaux, c'est entre vous, quoi. Cette fois-ci, je me dirige sur Istres, avec mon amie Christine qui est également touchée par le Covid long depuis plusieurs années. Nous prenons notre temps sur la route en n'hésitant pas à prendre des pauses. Nous échangeons et on s'aperçoit rapidement que nous avons une similitude de symptômes. Mais pour de nombreux malades, il y a un impact sur la vie quotidienne.
Rien qu'avec nos conjoints, nos enfants, nos finances, nos familles, on oublie trop souvent l'envers du décor. Rien que des démarches administratives, une reconnaissance, la LD, la MDPH, l'assurance maladie, tout cela sont des démarches nouvelles et parfois malheureusement des accompagnements qui ne se font pas, des refus, rendant le chemin encore plus compliqué pour les malades. Istres est l'occasion de rencontrer plusieurs malades et de voir leurs différents parcours et difficultés. Bon bah voilà, après environ 5 heures de route environ avec Christine, on est enfin arrivé à côté de Istres là, donc dans un camping. Donc on est dans un bungalow tous les deux là pour une semaine de rencontres avec différents malades. On n'est pas accueilli avec un temps exceptionnel, c'est très humide. Donc ça prend tout de suite au niveau des poumons, c'est assez ressenti par moi et Christine. C'est pas, ouais. Aussi. Donc t'as des noms comme ça qui reviennent quand même malgré tout. Je suis Covid long depuis 33 mois. J'ai jamais toussé et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir des symptômes digestifs qui ne m'ont plus quitté pendant 2 ans. 2 ans de diarrhée, 2 ans de douleur abdominale et 90 jours de fièvre. Et qu'est-ce que te disent les médecins à ce moment-là? Que ce n'est pas possible. Toi, tu travailles dans quoi? Moi, je suis infirmière. Ah oui. Donc ouais. Oui, je suis infirmière et on n'avait aucune notion de ça. J'ai découvert à l'issue de ce rendez-vous qui s'est très mal passé avec ce médecin. Je suis allée sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, mais en fait, elle m'annonce que ça fait plus de 21 jours que j'ai eu le Covid et que donc ce que j'ai ne peut pas être lié au Covid, sauf que ces symptômes que j'ai encore à 35 jours, je les ai depuis le premier jour. J'avais pas de globules blancs élevés, j'avais pas de syndrome inflammatoire. Et elle me dit non, vous avez rien. J'ai dit mais alors cette fièvre, parce que je revenais là-dessus systématiquement. Je me dis mais en fait cette fièvre, il y a bien quelque chose qui l'a créée. Voilà, j'ai pris en photo mon thermomètre. C'est fou, en fait c'est une réaction complètement décalée. Prendre en photo son thermomètre, tout simplement parce que la photo elle est horodatée et que je peux prouver, si tout d'un coup on me dit oui mais c'est vous qui dites que vous avez de la fièvre, je peux prouver que j'ai de la fièvre, donc j'ai eu 45 jours ou 50 jours, puis à un moment donné je me suis arrêtée, je me suis dit mais tu deviens folle en fait. Et en fait je devenais pas folle, on me faisait devenir folle. La situation était tellement folle que ça m'impactait. Et ce jour-là, j'ai eu une brisure en fait en moi. J'ai senti que mon psychisme il allait pas tenir le coup parce que je me disais mais je suis malade, j'ai mal, j'ai des symptômes. J'avais des symptômes qui se voyaient puisque j'avais des diarrhées, j'avais un abdomen qui était distendu. Ce déni qu'a eu le corps médical, je peux le comprendre qu'au début ils connaissent pas qu'on ne connaît pas une maladie, voilà. Mais j'aurais aimé qu'il soit humble et qu'il soit franc en disant madame, en fait on ne comprend pas ce que vous avez, on ne sait pas ce que vous avez, mais on va chercher. Voilà, un jour après l'autre en fait, ouais. Parce que si je me projette, c'est très compliqué en fait. C'est pas très cool. Alors moi je m'appelle Elsa, je suis Covid long depuis le mois de janvier 2020. Au début neurologique et digestif. Et puis par la suite, j'ai déclenché un syndrome d'activation mastocytaire. On m'a trouvé des pathologies peut-être dormantes et que le Covid a réveillé. En fait, le syndrome d'activation mastocytaire, pour faire simple au niveau des termes, c'est le système immunitaire qui déraille
et qui envoie ce qu'on appelle plusieurs médiateurs. Donc celui qu'on connaît le plus et que tout le monde connaît même quand on a des allergies, c'est l'histamine. Et on se rend compte qu'il y a énormément de Covid long qui déclenchent un syndrome d'activation mastocytaire. Donc pour faire court, au niveau des symptômes, on connaît beaucoup l'urticaire, mais il n'y a pas que ça et ça peut ne pas commencer que par ça. Ça peut être des symptômes neurologiques, digestifs, cognitifs, endocriniens. Ça touche toutes les parties du corps en soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a tous les symptômes en même temps, mais c'est quelque chose d'assez compliqué parce qu'on peut être réactif à quelque chose un jour et ne pas y être le lendemain. Ça a été des hauts et des bas, plus de bas que de hauts, parce que c'est plus le haut, c'est quand j'ai rencontré ma nouvelle médecin, mais ça a été des bas parce qu'on me disait que c'était dans ma tête, que j'étais limite anorexique boulimique parce que ça joue aussi sur le côté digestif, le SAMA, et que j'étais pris pour une folle. Et on m'a placée en psychiatrie. Pourquoi on m'a placée en psychiatrie? Parce que cette médecin, à l'époque, me bloquait tous mes rendez-vous médicaux et qu'à un moment donné, quand vous souffrez la mort, et je peux vous garantir que je souffrais la mort parce que ma nouvelle médecin m'a sauvé la vie à 8 jours près. Vous faites quoi? Vous faites une tentative de suicide, vous dites ça y est, c'est terminé, enfin à un moment donné, voilà. C'est le côté aussi familial qui du coup croit les médecins et ne te croit plus alors qu'en soi il y a quand même beaucoup de choses qui se voient sur ta personne et que personne ne te croit. Donc quand je me retrouve en psychiatrie, le truc que je me dis c'est que je suis seule face contre tous et c'est soit je prouve avec toute je sais pas comment dire, toute ambition mais que ce n'est pas psychosomatique et que putain il y a quelque chose qui est en train de me détruire, soit tu te laisses crever. Moi j'en étais arrivée à un stade de dire à mon conjoint c'est soit tu me trouves une nouvelle médecin, soit je vais me faire euthanasier. Parce que là les douleurs elles étaient indéfinissables. Aujourd'hui je m'estime heureuse d'avoir progressé, mais la progression n'est pas une rémission totale. Et je pense que cette vague en 2020, je parle souvent des gens de 2020 parce que nous on n'avait pas les groupes Facebook au début, on n'avait pas du tout connaissance de ce qui nous arrivait. Je dis pas qu'aujourd'hui on est au top du top, mais aujourd'hui on a quand même des groupes Facebook, on a quand même des groupes de soutien, beaucoup de publications sur Instagram ou même dans les journaux, même si c'est pas assez mis en avant pour moi. Je pense que plus on prend tôt la personne, et moins ça sera catastrophique. Attention, je dis pas qu'elle sera soignée à 100%, mais ça sera, je pense sincèrement, moins catastrophique. J'ai eu le Covid en juillet 2021, donc jour de mon mariage. Oh là là. Donc beau cadeau. Hein. Et puis, ça a duré un an, facilement un an. On va dire au début comme une grosse gastro, mais qui dure déjà sur le long terme. Mais tout de suite j'ai senti que c'était pas une gastro. C'était pas normal, ouais. Que c'était pas normal. Au début, on est parti sur une intoxication alimentaire, puisque c'était vomissement, diarrhée. Et quand au bout de 2 mois, on a vu que ça changeait rien, un soir, elle était pratiquement au bout, quoi, à force de se vider. Je l'ai amenée aux urgences. Elle est restée 12 heures aux urgences. Putain. Et tout ça pour avoir c'est rien, vous avez une gastro. Donc ok, vous avez une gastro, mais ça fait 2 mois que j'ai la gastro en fait. Aujourd'hui, j'ai des acouphènes, j'ai des ballonnements. Alors si je parle dans le digestif, j'ai des ballonnements, je peux avoir diarrhée, constipation, mais à très faible dose. Et après ça va être surtout des douleurs qui viennent comme ça, des picotements. Après d'un coup, un jour j'ai mal à la main, l'autre jour ça va être l'épaule, après ça va être les cervicales, les migraines. C'est assez varié et ça dépend des jours. On allait voir un gastro, elle a fait peut-être une dizaine de scanners, sans qu'il n'en résulte rien. Rien. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je lâche complètement le parcours santé, j'en ai marre et je cherche un peu par moi-même. Forcément, à force qu'on te dit c'est le stress, c'est l'angoisse, etc., je me suis dit pourquoi pas faire une thérapie pour mon stress. Et en fait, même la psy, elle m'a dit non mais j'en connais des gens stressés et t'es pas du tout stressé. Enfin, c'est pas un stress qui peut te causer tous ces symptômes-là. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué, toi, petite personnelle? De l'avoir mal et de rien pouvoir faire. De l'avoir mal, de rien pouvoir faire, ce soir on va au restaurant, non, je suis fatigué, j'ai peur de pas être bien au resto. Donc, plusieurs fois on a essayé, mais au moment de partir de la maison, c'est
ça se transformait un peu en crise de panique. Ouais, de l'angoisse. Et de l'angoisse, voilà, du stress, et c'est pour ça qu'on était parti sur cette piste psychologie, stress. Je me suis dit, ils se mettent pas dans notre position, enfin dans notre situation. À ce moment-là, moi j'étais clouée dans mon lit à vomir, diarrhée, enfin bon bref, j'épargne un peu les détails parce que c'est pas hyper glamour. Mais clairement, littéralement, j'ai cru que j'allais crever dans mon lit, quoi. Et parce que ça, faut pas le négliger, mais il y a une période où j'ai eu très sombre, clairement, je voulais mettre fin, quoi. Je trouvais tellement pas de solution que malgré mon mari qui était là, je me suis dit, mais putain, en fait, j'ai envie de crever. De tout arrêter. Ouais. On sortait plus, on n'avait plus voir personne, de peur que ça se passe pas bien. Les 2 fois où on a essayé, ça s'est pas bien passé, donc on a un peu réétalonné notre vie en fonction des symptômes qu'elle avait, quoi. Et je compte même plus le nombre de médecins que j'ai vus qui m'ont dit mais arrêtez, c'est dans votre tête, il y a rien. Mais de toute façon, vos examens, il y a rien, donc c'est dans votre tête. Bah non, c'est pas dans ma tête. Enfin, je me lève pas un matin envie de vomir et que pendant 2 ans comme ça. Enfin, qui est assez maso pour faire ça? Alors moi, pendant les 4 premiers mois, là, dans ma tête, je me suis dit c'est pas possible. J'ai un mal en moi, j'ai de la tachycardie, j'ai des essoufflements, j'arrive pas à faire les choses, je suis en arrêt maladie parce que je peux pas conduire, je peux pas travailler. Et je me dis, j'ai un mal en moi, on n'arrive pas à me guérir. On me dit j'ai rien, j'ai pas de traitement. Je me suis dit, il y a une relation avec l'affection que j'ai eue début avril. Je me suis dit, c'est pas possible autrement, j'ai jamais été comme ça, j'ai toujours été en bonne santé avant. Voilà, et de là, je revois mon médecin traitant et je lui dis, j'ai vu cet infectiologue en visio qui m'a dit de faire des tests de dysautonomie. Et de là, il me fait faire les tests de dysautonomie et il me dit, ah oui, effectivement, il y a un problème. Elle m'a prescrit des antihistaminiques. Voilà, qui me font aller un peu mieux, on va dire, mais c'est pas un traitement. C'est pas le traitement pour le Covid, pour traiter le Covid, le Covid long. Les antihistaminiques, j'ai l'impression que ça baisse un peu l'inflammation que je pourrais avoir, voilà. Mais on va dire ça masque plus que ça ne guérit. J'ai les sécheresses buccales, oculaires. J'ai la fatigue, énormément de fatigue aussi surtout. Voilà, par exemple même monter les escaliers, tout de suite ça va monter d'un seul coup, je vais être essoufflée. Alors il faut savoir qu'avant le Covid long, j'étais à 35 heures au travail, je faisais du sport en salle de sport et j'étais pas fatiguée comme là je suis fatiguée. Que ce soit les médecins ou même ma famille, mon conjoint me disait t'as rien, arrête, s'il te plaît arrête. Relève-toi, t'es en train de partir en dépression. Alors que j'étais pas du tout en dépression. Et on n'en parle pas assez. Enfin, le gouvernement, l'État n'en parle pas assez. Il faudrait qu'on en parle beaucoup plus pour que les gens se rendent compte que oui, il y a des malades. Il y a des malades en France et dans le monde entier. Donc là, toi, tes symptômes aujourd'hui, c'est quoi qui reste? La fatigue, je n'ai plus de force. Troubles digestifs, j'ai des remontées acides assez importantes. Alors soit je dors, soit je suis insomniaque. Ah, je connais. Perte de mémoire, trouble tout ce qui est neuro. Ouais. Là en ce moment, c'est au niveau des membres, je suis hyper. Je perds c'est les réflexes, hyper réflexes. Donc du coup, tu travaillais pas? Je travaillais dans une école. Et depuis janvier 2022, je ne travaille plus. Pour le moment, je suis en arrêt. Je commence à avoir des difficultés avec l'assurance de la mutuelle de mon travail, qui a décidé de ne plus me payer. D'accord, tu fais partie donc de ce double combat, la maladie et la précarité. C'est ça. Un médecin a demandé pour avoir le 100% et ça a été refusé parce que, entre guillemets, je ne coûte pas assez cher. Mon médecin m'avait dit qu'il ne fallait pas que je me considère malade parce que plus je me considère malade, plus je suis malade. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Ouais. Mais le problème c'est que je veux bien me dire que je ne suis pas malade, mais je ne suis pas en bonne santé non plus.
Bon, effectivement, il y a la dépression qui est venue parce que moi je suis quelqu'un qui était speed, je tenais pas en place, il fallait tout le temps que je bouge. Et du jour au lendemain où je me suis retrouvée clouée au lit à plus pouvoir bouger, ben, c'est vrai que moralement ça met un grand coup. Donc oui, effectivement, on tombe dans des dépressions, mais c'est pas à cause de la dépression qu'on est malade, c'est la maladie qui fait qu'on est en dépression. L'État ferme les yeux. Voilà, je vois quand on me fait mes arrêts maladie. Là, donc, comme mon médecin traitant me prend pour une folle, je suis suivie par une psychiatre qui, elle, comprend la situation. Mais quand elle veut faire mes arrêts maladie, elle ne trouve pas le Covid long. Elle trouve les arrêts, dépression, autre maladie, mais pas le Covid long. Et le problème, c'est que pour dire que oui, effectivement, on est Covid long, il faut le trouver. Le médecin traitant qui, au début, donc ça fait maintenant plus d'1 an, je fais de la rééducation chez une kiné de réadaptation à l'effort. Et depuis le mois de décembre, j'ai attaqué l'orthophoniste pour les troubles neuro. Mais sinon, non, il n'y a rien d'autre. Une fois le crash engagé, il est impossible de lutter. Le corps s'emballe. Les inflammations grimpent en flèche. Le corps est vidé de toute énergie, incapable de lutter. C'est un véritable combat entre essayer de tenir debout ou lâcher prise. Putain, je sais pas comment je vais tenir jusqu'à samedi. C'est une mission impossible. Et vous entendez pas mon ventre, hein. Mais là, mon ventre, depuis ce matin, non-stop. Et l'héros. Mais ça, c'est bon. Je vais éviter de vous balancer ça en stéréo. C'est peut-être pas terrible, à bout d'un moment. Mais voilà, depuis ce matin, depuis que j'ai mis un pied par terre, j'arrête pas de rôter. Et ça va faire 5 mois maintenant. 5 mois que je fais ça. Et on me laisse comme ça. C'est cool. C'est mécanique, comme dirait mon médecin. Samedi, dimanche, lundi, ça fait 3 jours que je suis là, je suis déjà défoncé. Oh putain, je crois que je suis en train de battre des records. Généralement, ça arrive fin de semaine, là, en 3 jours, je suis défoncé. C'est de pire en pire. Bon, allez, bref. Il faut une énorme résiliation, une énorme acceptation pour tenir le coup. Et parfois, on ne l'accepte pas. Et là, c'est très dur. C'est ce qui fait que ce combat est difficile. J'ai envie d'entrer, j'ai envie de tout arrêter. Bon, bah allez, hop. Parce que lui est obligé de le refaire tous les ans. La gare. Bon, allez, je coupe. Oh la vache. Ouais, il fait chaud. C'est lourd, hein. Voilà. Bon, bah allez. Ah là là, allez, tu n'es qu'un euro. Bah oui. T'es sûr que tu veux pas que je t'emmène Non, à ça? oh t'inquiète, ça va y aller, je vais aller tranquillement là. Bon, allez. Eh ben, en tout cas... Tu rentres doucement. Ouais. Ça va faire maintenant 2 ans que les premières images de ce film ont été réalisées. Depuis ce temps, certains malades que vous avez pu voir ont vu leur état de santé nettement s'améliorer. Pour la majorité d'entre nous, c'est un statu quo, et pour d'autres, malheureusement, les symptômes se sont même plutôt aggravés. Ce que je retiendrai quand même de cette expérience, évidemment, c'est l'accueil, la bienveillance, la solidarité. Il y avait comme un fil rouge entre nous. C'était comme si on se connaissait. Il y avait presque quelque chose de thérapeutique. Le fait est de pouvoir se libérer d'une certaine parole, d'un certain poids. De mon côté, ça va faire maintenant 4 ans que je suis touché par le Covid long. Et si vous me demandiez si j'étais capable de refaire ce documentaire, je vous dirais tout de suite non. L'une des raisons principales est l'épuisement.
et les douleurs au niveau musculaire, au niveau du dos, le déconditionnement. J'ai bien souvent l'impression que les malades sont comme des Don Quichotte un peu abandonnés par tout un système. On a été quand même traités de menteurs, de comédiens au début. On n'était pas pris au sérieux, on a perdu énormément de temps par rapport à la prise en charge des Covid longs. Et ce retard, pour certains, a été malheureusement fatal. Et moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment aidé, ça va peut-être en faire sourire certains, l'amour tout simplement. Croyez encore à tout cela, veillons les uns sur les autres. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à tous, tout le bonheur du monde. Ça fait longtemps que le matin a disparu, que pour moi le présent n'existe plus. Horizontal, j'attends que cette tempête se calme. Je navigue dans ce corps que je ne comprends plus bien. Est-ce que j'espère pour rien? Le temps est passé à l'imparfait et le futur devient composé. Par la fenêtre, les saisons défilent. J'attends et devine la ville qui s'anime. Je me vois doucement m'oublier, être un ami du passé, immobile dans l'incertitude, prisonnier du sort de ma solitude. Je cherche encore à exister, à ne pas m'abandonner. Une vie sur pause, au mauvais format, silence de l'espérance. Oh, je suis devenu mon inconnu. Une vie sur pause, au mauvais format, rêve d'ailleurs de mes douleurs. Oh, une vie sur pause, au mauvais format. Vos rires, mes enfants, je ne les provoque plus. Je suis devenu le père attendu. Si je reste debout, c'est uniquement pour vous. Les larmes sur les joues, ma patience en atout. Assise dans le salon, punie par l'union, mon amour porte mes mots en fardeau. Notre amour n'a cessé, mais notre nous s'est divisé. Coupable de rien, mais victime de tout. Sans vous, je ne serais pas allé au bout. Une vie sur pause, au mauvais format, silence de l'espérance. Oh, je suis devenu mon inconnu. Une vie sur pause, au mauvais format, rêve d'ailleurs de mes douleurs. Oh, une vie sur pause, au mauvais format. Une traversée du chaos, un désert sans écho. J'ai tendu ma main hors du néant. Hurler où personne n'entend, ils n'ont su m'écouter ni me soulager. J'étais l'inventeur de mon malheur, ils m'ont abandonné seul dans les tranchées des oubliés. On ne sait me soigner, juste me culpabiliser. Tribunal du monde, médical, verdict immoral. Une vie sur pause, au mauvais format, silence de l'espérance. Oh, je suis devenu mon inconnu.